Le catalogue des souffrances humaines est vaste. Prenez par exemple ce livre. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En 1000 pages, il passe en revue presque toutes les pathologies humaines de A à Z, de l'anorexie à la zoophilie. Les psychiatres s'en servent beaucoup pour établir leur propre diagnostic. Mais un nouveau mal utilisant les vieux mécanismes de la manipulation semble se répandre. C'est le harcèlement moral. Il peut vous faire perdre la tête et aussi votre emploi. Julie Miville-Dechaine et Robert Verge nous montrent que dans ce cas, l'enfer, c'est vraiment les autres. J'étais rendue que j'avais peur de cette personne-là. Il y en a eu plusieurs administrateurs qui sont passés en 10 ans. Puis là, toujours dans le nom, on ne m'appréciait plus. Je me suis sentie coincée. Je suis partie. Et je me suis retrouvée à la maison, de travail. Là, je me sentais tellement diminuée, là, j'étais plus rien, je valais plus rien, je rêve pas. Là. Tu sais, à un moment donné, tu te demandes si tu fabules ou bien... parce qu'il était tellement par en arrière que c'est difficile à cerner. Et là, la pression montait, là, je disais, de quelle façon, il faut tout le temps essayer de deviner de quelle façon il va t'attaquer. Comment une compagnie peut laisser un homme détruire des êtres humains à ce point? Colette Bouchard est de l'avis de tous une secrétaire modèle. Pendant 10 ans, elle a travaillé pour le même organisme, sous les ordres de différents présidents. Tout allait bien jusqu'à l'entrée en scène d'une nouvelle patronne qui, dès qu'elles étaient seules, la critiquait. Il me disait, tu sais, les gens parlent, ils me disent que tu veux le contrôle, t'es pas accueillante, on t'aime pas, c'est moi le patron, il va falloir que tu obéisses. C'était vraiment difficile, puis blessant aussi. Une journée, je suis rentrée au travail et puis tout était sans dessous dans le bureau. Il y avait quelqu'un assis à ma place. Bougeait toutes mes choses, déplaçait les meubles, déménageait. Personne m'avait demandé, m'en avait parlé, personne. Donc, j'ai demandé ce qui se passait. Puis on m'a répondu, tu vois comment tu es, t'es pas capable de t'adapter. On te l'avait dit que t'es pas capable de t'adapter. Colette Bouchard rentrait chez elle chaque soir un peu plus ébranlée, isolée aussi, car ses collègues croyaient à un simple conflit de personnalité. Par la suite, je me suis mis à douter de moi, beaucoup, à un point tel qu'avant de quitter ici à la maison, je me regardais dans le miroir, je me disais une petite phrase. C'était, c'est pas « t'es correct, Colette, t'es correct », c'est eux autres qui sont pas corrects. C'était la seule phrase le seul mot d'encouragement que je réussissais à me donner pour pouvoir partir d'ici puis me rendre là-bas. C'était à ce point-là. En arrivant dans mon milieu de travail, je tremblais. J'avais peur. Son avocat, qui est un ami de la famille, a été témoin de ce processus de destruction. Colette, qui était une femme souriante, avenante, responsable, heureuse, qui évoluait très bien dans son milieu de travail, qui est appréciée de ses collègues, s'est refermée sur elle-même. Et là, je pense qu'elle n'en dormait plus, n'en mangeait plus, ne mangeait plus. Elle était là tout à fait bouleversée. Le sort s'acharne sur Colette Bouchard, car le successeur de sa patronne la surveille continuellement et l'intimide. Il s'est mis à crier après moi, à me dire de sortir mon contrat, qu'il était mon supérieur immédiat, que je devais lui obéir, que je n'avais pas le droit de faire ça, que j'étais pour être congédiée, puis il était pour me suspendre. Le harcèlement moral, c'est fait de petites choses qui, prises séparément, ne sont pas graves, mais qui deviennent destructrices par leur répétition.
La psychiatre Marie-France Irigoyen a lancé en France en 1998 un vaste débat de société qui a débouché sur une loi pénalisant le harcèlement psychologique. Cet amendement vise à créer une sanction pénale spécifique au harcèlement moral. Merci. Avis du gouvernement? Favorable. Je le mets aux voix pour, contre, il est adopté. Mais attention, tous ceux qui se disent harcelés ne le sont pas forcément. Dans le harcèlement moral, il y a une notion de malveillance, c'est-à-dire que d'une façon directe ou indirecte, le but c'est de se débarrasser de quelqu'un qui gêne ou de le casser psychologiquement pour qu'il ne prenne pas trop de place. Alors, c'est différent du stress et de la pression au travail où on a envie que les gens soient performants et progressent et petit à petit cette personne est déstabilisée. Au bas de l'échelle, bonjour. Au bas de l'échelle, un organisme de défense des non-syndiqués a le premier sonné l'alarme au Québec. Mais on se disait, mon Dieu, il y a vraiment une hausse de gens qui nous appellent, qui sont victimes d'abus, d'insultes, d'atteintes à la dignité au travail. On s'est dit, il faut vraiment regarder ça de plus près. Est-ce que vous avez reçu dernièrement des avis disciplinaires? Est-ce que vous avez eu des suspensions? Est-ce qu'on vous a demandé de signer des lettres qu'on a mis à votre dossier? Le sociologue Angelo Soares a analysé une centaine de plaintes. Je pense que je n'ai jamais trouvé un niveau de souffrance si élevé. Les gens qui pleurent pendant une entrevue, c'était des entrevues très difficiles à faire à cause du niveau de souffrance des gens. C'était pour moi inconcevable qu'un être humain puisse traiter un autre être humain de cette manière-là. Curieusement, il n'y a pas de portrait type du harcelé. Ce ne sont pas des gens particulièrement faibles. Ils sont souvent des employés de longue date, très attachés à leur travail. Et ça se produit à tous les échelons de la hiérarchie. Dans le fond, on nous atteint dans des petites parties de nous, des petites parties de nous qui sont faibles. On a toutes des faiblesses. Lise Chagnon travaillait depuis 30 ans au métro Bel-Air quand ses patrons ont embauché un nouveau directeur général, Marcel Chalifou, un personnage au lourd casier judiciaire. Le syndicat craignait que Chalifou ait pour mandat de se débarrasser des employés les plus anciens, donc les mieux payés. Ça faisait 3 semaines qu'il était là. Déjà, la peur était énorme. Il a commencé à brasser un peu dans le magasin, à dire aux gens je sais que c'est un tel qui a fait ça », puis il a commencé à menacer les gens. Tu vois qu'il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Tu vois des cadres qui démissionnent. Tu vois qu'il y a des employés qui commencent à être congédiés. Le 24 décembre, à 3 heures, il y en a un que « Merci, on te remercie de tes services, là, après 32 ans. » Lise Chagnon est responsable de la boulangerie. C'est une femme forte qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit que Marcel Chalifou lui a d'abord demandé d'être son porte-panier avant de se retourner contre elle. Il se présentait devant les employés, devant moi-même, devant des employés. Il restait des 2 minutes là, à te fixer sans dire un mot, les mains dans les poches, là, puis il ne te parlait pas, mais ça, c'était une façon d'intimider les gens effrayant. À chaque fois qu'il était dans le magasin, bien souvent, j'étais appelé au bureau pour me dire toutes les niaiseries. Je sais que tu me parles dans le dos, je sais que tu manigances en arrière, puis c'est ça. C'était moi qui visais. Puis il me faisait des menaces. Si jamais je te pogne à me parler dans le dos, je sais pas pourquoi, il revenait toujours à cette phrase-là. Tu es isolé, tu n'as plus le droit de parler à personne. Lise Chagnon commence alors à consigner ce que lui dit Marcel Chalifou. Je ne veux plus que tu fasses de commentaires dans mon dos. Dans le magasin, je ne veux plus de placotage. Est-ce que c'est clair? Sinon, t'es dehors. On fouille dans ses papiers. On remet en cause sa compétence. Elle a vécu 5 mois d'enfer. Ça va te chercher en dedans. Au départ, à un moment donné, ça te fait comme une boule, puis ça monte, ça monte. Puis, en dernier, tu as de la misère à parler, tu as de la misère à... En dernier, c'était des nausées que j'avais. En rentrant dans l'établissement, là, les nausées me pognaient, puis là, la boule, puis t'as comme l'intérieur qui te shake. J'ai trouvé ça bien difficile. Très difficile. Là, c'était plus une vie, là, ça avait plus d'allure, là. Arrivée au bout de son rouleau, la syndiquée utilise un recours réservé jusque-là au milieu de travail physiquement dangereux. Je me sentais harcelée, puis je me sentais menacée
Puis j'avais peur de tomber malade. Puis c'était en prévision de tomber malade que je faisais un droit de refus de travail. Le droit de refus oblige la Commission de la santé et de la sécurité au travail à faire enquête, pendant que la plaignante est chez elle. De son côté, Colette Bouchard ne voit plus d'issue. Elle remet sa démission. Pour moi, c'était clair que pendant toutes ces années-là, 2 ans, ce qu'on voulait, c'est que je parte. Puis je voyais pas d'autres choses à faire. C'était ça ou... Dans ma tête, c'est ça où je vais crever là. C'était comme ça. C'est à ce point-là. Après la pause, obtenir justice. Un autre calvaire pour les victimes. Du jour au lendemain, Lise Chagnon se retrouve sans travail pour la première fois de sa vie. J'ai fait comme une espèce de commencement de dépression. Tu sais, là. Et c'est ça, là, à un moment donné, je n'étais même plus capable de passer devant l'entreprise en auto. C'est aussi ridicule que ça. Je me perdais dans les rues parce que je m'en allais, mais je pensais tellement à ça que j'avais plus de concentration et puis ça se dégradait de plus en plus. La CSST rejette sa plainte, ce qui est fréquent au dire des avocats de la défense. La commission ne comptabilise pas les causes de harcèlement refusé. La complexité d'être capable de juger de l'admissibilité de ces lésions-là. Lors d'un congrès nord-américain sur la violence, la CSST a tout de même admis que ses enquêteurs manquent d'expérience dans ce domaine. Je pense à nos employés. Nous avons sondé nos employés à l'effet de savoir s'ils se sentaient compétents pour intervenir dans de telles situations. Et la réponse est non. Lise Chagnon est donc déboutée par la CSST. Le marché Bel-Air la congédie. Mais son syndicat porte sa cause en appel. Pour enfin obtenir justice, Lise Forgette-Chagnon a dû endurer 21 jours d'audience ici, à la Commission des lésions professionnelles de Joliette. Elle-même a dû témoigner pendant 4 jours, mais elle a aussi dû écouter ses anciens patrons, tenter de miner sa crédibilité. Tu arrives le soir, tu as des courbatures partout. C'est comme si tu avais été battu avec un bâton. Peut-être parce que le stress de passer là, c'est effrayant. Puis après ça aussi, c'est les journées où l'employeur amène ses témoins. C'est pas trop drôle de t'entendre parler de toi, là. Elle fait ci, elle fait ça. Puis des fois, il tire la vérité un petit peu loin. L'effort en valait la peine. Lise Chagnon a gagné sur tous les fronts. Oui, elle a été harcelée psychologiquement. Et oui, elle pouvait exercer un droit de refus car sa santé mentale était menacée. Un jugement sans précédent. 2 ans après l'avoir mise à la porte, le marché Bel-Air a dû la réembaucher. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les premières journées... mais là, ce qui aide beaucoup, quand tu as gagné une cause comme ça, tu rentres à tête haute. Tu es fier d'avoir gagné. Monsieur Bel-Air, Julie Méville-Deschênes de Radio... Son employeur, Bernard Bel-Air, a refusé de nous accorder une entrevue. Au téléphone, il nie toute responsabilité en dépit du jugement. Avez-vous changé vos méthodes de travail depuis ce temps-là? Vous avez renvoyé M. Chalifou, donc. Bernard Bel-Air nous a répondu « Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas garder des gens comme lui. C'est clair et net. » La victoire de Lise Chagnon est plutôt l'exception que la règle. Cette avocate croit que les lois doivent être modernisées pour aider les victimes à se défendre. Il n'existe pas de définition formelle de ce que c'est le harcèlement. La définition varie d'un décideur à l'autre. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce type de cause-là. On travaille avec des gens qui sont malades, qui sont très affectés. Alors, ce sont vraiment des causes qui sont très difficiles, très longues. Pour gagner, il faut y mettre le paquet. C'est très coûteux. On n'est vraiment pas équipé pour travailler dans ce type de questions-là actuellement. Il faut vraiment être convaincu de son affaire puis avoir une énergie assez exceptionnelle pour conduire un dossier comme celui-là. Mais c'est comme ça qu'on ouvre des portes. Elle est maintenant ouverte, cette porte-là. Colette Bouchard a eu la présence d'esprit de tout noter jour après jour. Épaulée par son avocat, elle a porté plainte pour congédiement injuste devant la commissaire du travail, Louise Côté-Desbioles. Des collègues et même une de ses ex-patronnes ont témoigné en sa faveur. Elle se sentait souvent menacée, en état de choc, et connaissant Colette depuis plus de 10 ans, je connaissais comment elle était une personne très vaillante.
Elle était tout à fait compétente, professionnelle, très impliquée dans son travail, très intéressée par les tâches qu'elle avait accomplies. Après la présentation de cette preuve, l'employeur a choisi de régler le litige à l'amiable. L'entente interdit à Mme Bouchard de dévoiler qui étaient ses patrons fautifs. Quand ça s'est réglé, là, pour moi, c'est une grosse victoire. J'ai regagné de la confiance, j'ai retrouvé toute ma dignité et oui. Et ça, c'était le plus important pour moi. Son avocat croit que les lois existantes suffisent pour défendre les véritables victimes. À son avis, faciliter davantage les recours risquerait d'amener un déluge de fausses plaintes. C'est pas parce qu'un supérieur immédiat va justement renoter son subalterne de telle ou telle chose dans la qualité de sa prestation de travail que, à mon avis, ça va devenir du harcèlement. Mais pour plusieurs, on va se servir de ça comme une arme et, évidemment, débalancer là, la relation employé-employeur. Le ministre du Travail doit justement décider bientôt s'il faut changer les lois ou tout au moins faire une campagne de sensibilisation. Car les conséquences du harcèlement psychologique peuvent être dramatiques. Marcel disait souvent que le contremaître voulait sa peau. Il n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. J'ai beau lui donner le maximum de ce que je peux, il trouve toujours quelque chose à redire. Il lui disait souvent, il n'y a personne qui t'aime. Personne ne veut travailler avec toi. Tu es quelqu'un qui est à problème. Son conjoint Marcel, qui était machiniste depuis 20 ans pour la même compagnie, a fait une dépression. Ça a duré 15 mois et c'était pour lui, je pense, un enfer. Oui, et pour nous aussi. Pour nous aussi. Parce que quand tu vois ton conjoint qui... tu le vois chaque jour dépérir, dépérir, dépérir. Le mari de Mme Champagne s'est suicidé il y a 1 an. C'était un homme fragile. Sa propre mère s'étant enlevé la vie. Marcel était obsédé par le harcèlement dont il se disait victime, comme en témoigne cette lettre de son psychiatre. L'essentiel de son discours se centrait sur un vécu d'injustice et d'incompréhension de la part de certains de ses collaborateurs. Se sentant totalement démuni face aux reproches qui lui auraient été adressés, il a préféré mourir plutôt que de ressombrer dans le même milieu. Marcel ne s'était pas plaint à son syndicat. Mais le harcèlement psychologique ou moral, c'est celui qui est le plus compliqué à démasquer, à dire. Les gens se sentent seuls et j'ai décidé de parler parce que je voudrais plus jamais que personne arrive à s'enlever la vie parce que il se sent complètement défait. Diane Champagne essaie toujours de savoir ce qui s'est vraiment passé. Colette Bouchard, elle, a trouvé un nouvel emploi, où elle est heureuse et appréciée. Enfin, Lise Chagnon est de retour au métro Bel-Air depuis 1 an. Son harceleur, lui, a été réembauché par un autre marché d'alimentation à 30 km au sud de Joliette.